Ok. Ok, c'est super cool. Il y a plein de trucs que j'ai envie de mettre en place. Et en fait, ça te pousse en fait vers le haut. Ça va dépendre vraiment de tes habitudes et de ce que ton système digestif est prêt à recevoir. Notre environnement, c'est juste le reflet de notre intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Et fait, en ouais, fait, c'est peut-être que je l'ai mal exprimé. Salut les Jugitéros, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà avec Nico. Nico, comment tu vas? écoute, je vais très très bien et toi? Moi, ça va bien, content. Naturocast numéro 15, 15e séance, c'est ça? Ouais. 15e mois d'affilée. Je sais même pas quand on a commencé ça, Si, mais si. c'est cool, j'aime beaucoup. On avait commencé au Festival Potentiel Humain en mai 2023, tout simplement. Ouais. J'ai dans l'optique le 21e Naturocast, parce qu'on dit qu'une fois qu'on a fait 21 podcasts, on est dans le top 1% des podcasteurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui lancent Bah, des bah, podcasts génial. et qui s'arrêtent avant 21 podcasts. Comme je suis pas du genre à baisser les bras, Ok. on va être dans le top 1% dans les 6 mois à venir. Donc, ça, c'est bien ça. Ouais. Et puis, tu sais, c'est cool, c'est intéressant. Comme je disais avant, j'aime beaucoup le format. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça devient de plus en plus quali. J'ai l'impression qu'on prend nos aises. Et puis surtout, ben, on augmente en skills, quoi, en compétences. Et donc, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Et tu sais aussi, on peut regarder, moi, je regarde les statistiques. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, je vous remercie, hein. Je vois que progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui regardent, donc qui regardent sur YouTube et qui écoutent sur Spotify. Alors, les chiffres peuvent paraître peut-être dérisoires, mais sur Spotify, là, je regardais les stats juste avant, on est environ à 45 heures d'écoute sur les 15 dernières sessions, donc cumulées. Alors, c'est pas beaucoup, hein, tu peux te dire, merde, ça fait 3 heures d'écouter par séance de Naturocast, sachant que ben, on en a fait 15, tu te dis, merde, il n'y a que 3 personnes qui écoutent 1 heure de chat podcast, on se satisfait de ça déjà et on sait très bien nous-mêmes que quand on écoute certains podcasts, on écoute peut-être pas dans la globalité, puisque bah, des fois, bah, faut se dire, hein, Ouais. on est peut-être pas aussi qualitatif que l'on le pense. Et aussi, il y a peut-être des sujets qu'on aborde qui n'intéressent peut-être pas. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, dites-nous les sujets que vous ne voulez pas qu'on aborde et les sujets que vous voulez nous entendre aborder. Ça nous aiguillera aussi pour la suite. Et ensuite, sur les statistiques YouTube, je vois qu'en général, tu vois, il y a entre 150 et 300, 400 personnes qui regardent les Naturocasts en fonction de bah, comment aussi nous-mêmes on a vendu le produit sur nos réseaux, bien évidemment. Et j'ose imaginer que par moment, les gens viennent d'eux-mêmes faire des recherches et disent, OK, c'est qui ces deux clampins? Et OK, ça nous plaît. Et que ben, de semaine et de mois en mois, les gens reviennent. Donc, Ouais, mais tu rentrer dans le vif du sujet, du coup. Parce que du coup, il y a le truc de, ok, on est vu. Alors déjà, merci à tous ceux qui nous écoutent, franchement, ça fait plaisir. Et puis, je pense que si on fait une petite conf d'1 heure dans une salle de 300 personnes, à mon avis, je pense que déjà, on se foutrait un peu la presse. Et surtout, on serait hyper content, en fait, de pouvoir discuter avec 300 personnes comme ça. Donc, ouais, voilà, merci beaucoup à ceux qui nous écoutent. Et ensuite, il y a deux solutions. Donc, tu vois, la métrique de, OK, on a écouté 300 fois et 45 fois on a 45 heures de cumulé sur Spotify. Eh ben, est-ce que c'est, nous, on n'a rien à nous reprocher, on va dire qu'on fait les choses parfaitement et que, bah, au final, c'est la faute des autres, ceux qui ne nous écoutent pas? Ou bien, est-ce qu'on prend plutôt le chemin, stoïcien, on va dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à nous deux? Pour améliorer l'échange, améliorer les sujets et pour pouvoir être plus écouté au final. Et ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante et que je te pose à toi et que je pose aux auditeurs de comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Quels sont vos petits tips très concrets, très précis pour qu'on puisse s'améliorer et vous régaler un peu plus. ouais, c'est ça. Dites-nous, dites-nous. Et moi, je peux aussi avoir une réponse. C'est que, tu vois, quand on fait ça, Nico, on le sait tous les deux. C'est pour déjà, échanger tous les deux, partager des idées. Et on le fait aussi parce qu'on a envie de partager
soit nos connaissances, soit nos doutes, soit nos expériences avec d'autres personnes et on espère les tirer vers le haut ou les aiguiller, donner un exemple. Mais c'est un travail d'équipe, tu vois. C'est nous Ouais, deux et moi j'inclus, ben, je vous inclus, vous qui nous écoutez, je vous inclus parce que si on n'a pas de retour de votre part, c'est assez difficile, enfin pas difficile, mais c'est assez difficile de répondre à vos attentes. Même si on fait ça pour nous, pour notre plaisir, on a aussi envie que ce soit interactif avec vous, avec vous. Et voilà, ce sera plus sympa qu'on grandisse ensemble parce que ouais, quand vous nous posez des questions, ça nous oblige aussi à faire des recherches, à nous poser nous-mêmes des questions, à peut-être remettre en cause certains points de vue, débattre entre Nico et moi. On n'a pas forcément les mêmes approches, pas forcément les mêmes points de vue. On n'a déjà pas le même âge, donc forcément, on n'a pas ce même point de vue. Et donc, si vous nous apportez aussi une autre vision, bah, dites-nous en commentaire vraiment ce qui vous importe, ce que vous pensez des sujets abordés et de quoi, enfin, comment vous vous approcheriez certaines des questions posées lors de ce podcast. Voilà, Nico. Nico, ces dernières semaines, j'ai vu que tu étais allé chez notre ami Axel de En chair et en os. Est-ce que tu pourrais déjà rappeler qui est Axel, qui est En chair et en os, ce qu'il fait et ce que tu as fait ouais. là-bas? Bah, vite fait, Axel, on l'a rencontré au Festival du potentiel humain. En fait, on a bien accroché, on a bien discuté, et puis on a continué à garder contact avec les réseaux, c'est ça qui est cool, tu vois. Et en fait, Axel de Enchère un os, c'est un ostéo qui s'est mis à l'illustration médicale. Et donc, je vous invite tous à voir, pour, pour avoir une vision sur l'anatomie, je vous invite à aller voir sa page Insta Enchère et un os. Et en fait, il s'amuse à faire de l'illustration anatomique, de l'illustration médicale, et il bosse avec des chires, avec des écoles, avec des trucs d'inf, je crois. Enfin, il développe son truc, c'est assez incroyable. Alors, chir, c'est chirurgien, inf, ça doit être infirmière, hein, j'imagine. Ouais, nous Ok. Mais voilà, il fait de l'illustration médicale, il est très fort et il est très passionnant ce mec. J'ai passé 2 jours et demi chez lui, c'était une masterclass, on a vraiment vraiment bien échangé, on s'est un peu tiré vers le haut et ça a beaucoup cogité. Donc c'était vraiment cool, vraiment vraiment cool. Dans quel but tu es allé là-bas? Par simple échange, après le reste, on se taira pour l'instant et on verra ce qu'il en sortira. Mais pour l'instant, ouais, c'est un simple échange. En fait, j'aime beaucoup. Euh, j'aime pas les small talk, tu vois, et tout ça, les petites discussions de merde, etc. Et en fait, j'aime beaucoup découvrir les gens qui m'inspirent et passer un moment avec eux, finalement, dans leur quotidien, tu vois. Et j'aime beaucoup ça parce que ça me pousse à avoir une, enfin, ça me motive, tu vois, ça me permet de voir les choses différemment. Et à chaque fois que je rentre dans un événement comme ça, que ce soit le potentiel humain, que ce soit de chez toi, en formation ou de chez Axel, en fait, j'ai toujours ce truc-là de, ah ouais, ok, ok, c'est super cool, il y a plein de trucs que j'ai envie de mettre en place. Et en fait, ça te pousse en fait vers le haut. Et ça permet d'avoir une petite question à ceux qui nous écoutent de qu'est-ce que vous avez fait dans les 2 derniers mois qui vous pousse vers le haut, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans les 2 derniers mois de fou ou d'intéressant ou d'intrigant, d'impactant qui vous pousse vers le haut? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce qui a... Et même si c'est pas encore passé à l'action, qu'est-ce qui vous titille? Vous Ouais, voyez? Et posez-vous la question, ça me titille, j'ai très envie de faire. Moi, j'ai la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi ne le faites-vous pas? ouais. Pourquoi foncièrement vous ne le faites pas? Ça, c'est intéressant. J'ai envie de poser une question, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'aller au culot vers quelqu'un que vous aimez sur Instagram et de lui écrire? Je veux dire, moi, j'ai rencontré Pierre Etchard comme ça, j'ai rencontré Axel, enfin, Axel, j'ai rencontré au Festival du Potentiel Humain, mais j'ai rencontré des ostéos comme ça, tu vois, qui me passionnent. J'ai écrit à des gros ostéos, enfin, ils m'ont pas toujours dit oui, mais j'y suis allé au culot et je peux te dire que il se passe beaucoup de choses au culot, quoi. C'est clair. Bah, tu vois, en ce moment, je fais pas mal d'interviews pour la chaîne Purple Bell Kitchen. Je vois ça, je te suis. Ouais, et donc dernièrement, je posais la question sur Instagram à ceux qui me suivent, quel Jiu-Jiteros ils voudraient que j'interviewe, donc les Jiu-Jiteros, les pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien qui voudraient que j'interviewe. Donc ils m'ont suggéré beaucoup de noms. Automatiquement, ben voilà, j'y suis allé, quoi.
Je ne les connais pas tous. Il y en a, je connais de nom. Il y en a, je sais qu'ils me connaissent de nom, mais sur Insta ou sur les réseaux. Mais on ne se connaît pas en vrai. Eh ben, j'ai essuyé des rejets. Il y en a, ils m'ont pas répondu. Et il y en a, ils m'ont dit oui. Voilà. Et les gars qui me disent oui, ben, je dis ouais, ben, il y en a, je les connais pas forcément. Ben, on va capitaliser là-dessus. On peut que gagner au final. Si on ne tente pas, on peut pas gagner quoi que ce soit. Et on fait du surplace. Exactement. On en revient à des choses qu'on a déjà dit, quoi. Si tu arrives à la fin de l'année et que tu te dis, bah, l'année, elle est passée vite. Oui, mais si je me retourne, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Comme l'année précédente, et puis encore comme l'année précédente. Non, enfin, je sais pas, peut-être que non, il y en a qui se satisfont de cette médiocrité. Pas moi, tu vois, et je sais que toi non plus. Mais c'est des questions qu'il faut vous poser, parce que sinon, vous avez très vite atteint la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, vous vous retournez, vous vous regardez dans les rétros et vous dites, punaise, je suis exactement la même personne, mais que 10 ans de plus. Il n'y a rien de plus qui a été fait. Et au final, si je devais écrire l'histoire de ma vie, l'histoire de 20 à 30, c'est la même que de 30 à 40, quoi. Ouais. Et je sais de quoi tu parles parce que pour faire la petite parenthèse, donc j'ai fait un AVC juillet 2024, donc il y a 6 semaines à peu près. Et en fait, moi, inconsciemment, je pensais que j'étais un peu immortel, tu vois. Je pensais en tout cas pas être le premier à claquer ma pipe, on va dire, entre guillemets, pour rigoler. Et en fait, je pense que ce truc-là, il est venu à juste titre et à temps. Parce que ça m'a permis, je te jure, j'ai l'impression d'avoir une seconde vie depuis que je me suis remis de ça, parce que je mets en place des choses. Et pendant 10 ans, j'avais, tu sais, ce truc-là de, ouais, les concepts, et puis je mets en action tranquillement, tu vois, un petit peu un jour, après je me laisse 3 jours, après un petit peu un autre jour. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi. Et il m'a fallu un AVC, il m'a fallu symboliquement du sang immobilisé pour, euh, pour envoyer la sauce, quoi. Ouais, Et il y a Axel qui m'a partagé un truc, et ce matin, il faut que je te le lise, parce que du coup, on se partage des trucs comme ça, et je le remercie d'ailleurs. Attends, je l'ai mis dans Notes. Et c'est juste un texte qui est dans Atomic Habits. C'est James Clear qui en parle, ouais. si je peux me permettre. Donc, les rêves sont amusants quand ils sont distants. L'imagination aime jouer avec les possibilités lorsqu'il n'y a pas de risque d'échec. Mais lorsque vous vous trouvez au bord de l'action, vous faites une pause. Vous pouvez sentir l'incertitude de ce qui vous attend. Les pensées tourbillonnent, ce n'est peut-être pas le bon moment, l'échec est possible maintenant. Dans ce moment, dans cette courte pause qui survient lorsque vous êtes face à face avec votre rêve, il se tient l'intégralité de la vie. Ce que vous faites dans cette pause est le creuset qui vous forge. C'est la ligne de démarcation entre le type de personne qui y pense ou le type de personne qui y va. Et moi, j'y pensais beaucoup sans y aller, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même pour moi, la vie, elle tient qu'à un fil. Et du coup, bah, feu, quoi. Pleine balle. Ouais. Pleine Non, mais balle. c'est vrai. Et du coup, ce truc-là, ça nécessite d'avoir un rêve, d'avoir des objectifs, des ambitions. Donc, la première question à vous poser, c'est quoi votre rêve? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre ambition, quoi? Tu sais, on pourrait dériver un peu là-dessus, ça pourrait peut-être paraître un peu philosophique, mais en fait, je pense que ça fait partie aussi de la vie, de ce questionnement, et qui va rejoindre en gros ce que tu dis. Euh, c'est l'insatisfaction mène-t-elle à la créativité? Tu vois? C'est-à-dire que l'insatisfaction, les choses qui ne te satisfont pas, les choses pour lesquelles on râle, on n'est pas d'accord, elles devraient ou pas, selon toi, mener à la créativité, dans le sens où ben, une situation ne te convient pas, ne te satisfait pas, tu agis pour modifier cette situation et qu'elle te convienne au final, tu vois, Ouais. cette insatisfaction. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi se poser comme question, c'est pour les personnes qui, eux, ne sont pas du genre à se poser des objectifs, c'est se dire aussi peut-être qu'est-ce qui dans ma vie m'insatisfait, me pose problème. Et Mm. soit tu te dis, bah, ok, ben, c'est comme ça me pose problème, c'est comme ça, je vis avec, quoi. Et puis tu Ouais. te plains tout le temps, ou, ah non, mais il y a un problème là, je vais essayer de le résoudre ou de faire en sorte que ça se passe d'une façon qui me convienne.
Ouais. Moi, cette histoire de créativité, parce que souvent on pense créativité, on pense à être un artiste ou autre. Non, mais c'est tout simplement créer une solution. Créer Ouais. une solution à un problème. C'est peut-être ça aussi l'approche qu'il faudrait avoir pour certaines personnes, tu vois, parce qu'on est très ancré, moi le premier, hein, sur objectif, stratégie, passage à l'action. Parce que c'est comme ça que je fonctionne et je pense que peut-être toi aussi. Mais d'autres personnes pourraient prendre le problème dans l'autre sens. Ok, ben, je sais pas trop vers quel objectif me tourner, tu vois, quand on est satisfait de sa vie. Mais quelles sont tes petites insatisfactions dans la vie? Quelles Mm. choses tu trouves qui te chagrinent, que tu pourrais améliorer? Comment tu peux agir dessus? Boum, en avant. Laisse parler ton cerveau, prends un peu de silence, Ouais. demande à ton cerveau, au fond de toi, ce qu'il a comme solution, et peut-être que quelque chose va émerger de tout ça. Qu'en penses-tu? Bah, en fait, ça me parle beaucoup. On est bien d'accord. En fait, ce truc-là Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divertissement. Parce que, en fait, quand tu n'as pas de divertissement qui est la même racine étymologique que diversion, Mhm. hein, quand il n'y a pas de divertissement, de diversion, bah, du coup, on ne peut pas te faire diversion avec nous-mêmes. On ne peut pas s'éloigner de nous-mêmes. Et en fait, à partir du moment où tu lâches ton téléphone juste une demi-heure pour aller te balader le matin, et moi je suis le premier à l'utiliser, hein, on est d'accord, hein. Mais je veux dire, à partir du moment où tu lâches ton téléphone, par exemple, une demi-heure et que tu vas marcher avec toi-même dans la nature, tu fais un petit tour, quoi, et ben je peux te dire que déjà là, tu viens de passer une demi-heure avec toi et c'est pas des discussions de merde, quoi. Parce que tu vois, le cerveau, enfin la nature, la vie n'aime pas le vide. Donc elle va commencer à blablabla, ok. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas aller profondément dans les choses et donc tu vas faire face à toi-même et tu vas bah, forcément tu vas être créatif parce que t'as pas ChatGPT à qui demander, t'as pas Insta à scroll ou TikTok à scroll pour éviter de te poser des questions et du coup bah tu vas faire face à toi-même et voilà quoi, tu vas y aller. Je veux dire un truc assez marrant, moi donc je suis allé à Paris et en fait à l'aller j'ai laissé mon téléphone dans le dans le sac, tu vois. Et pareil pour le RER A. Et en fait, je suis là. Bon, alors, j'ai pas commencé à discuter avec des personnes, mais je veux dire, je suis là et en fait, tu réfléchis, quoi. Ah, ok, ça va être cool. Pourquoi j'y vais? Ah, et de fil en aiguille, en fait, tu te construis tout un raisonnement et pour répondre à une problématique ou pas, quoi. C'est une plaie ce téléphone, hein, parce que là, hier j'en parlais encore avec des copains. Et on parlait justement du fait que nous-mêmes, nos conjointes, ben, soit, ou nos enfants, tu vois, moi les miens en ont pas, mais soit sur le téléphone, comment ils réagissent vis-à-vis de toutes ces notifications. Et je disais aux copains qui, eux, ont 10 ans de moins que moi, je disais, mais tu sais, moi quand j'ai rencontré ma femme, il y a pas de smartphone. Tu avais un Ouais, téléphone, c'était pour téléphoner, quoi, tu vois, même si c'était un téléphone portable, mais ça restait à vocation d'appel. Il n'y a ouais, pas d'histoire d'Internet dessus. Et je dis, Facebook et tout, c'est commencé à venir juste en 2007, juste quand j'ai rencontré ma femme. Et c'est là que ben, les téléphones sont devenus des smartphones progressivement avec un accès Internet et des accès à ces réseaux sociaux. Et donc, du coup, avant 2007, quand tu étais dans les transports, ben, que faisaient les gens? Bah, je ouais, regarde en fait, je regardais parce que je les ai pris moi les transports à ce moment-là aussi. Les gens lisaient, les gens parlaient entre eux, ou ouais, les gens ben, tout simplement restaient un peu dans leur coin et certainement qu'ils ils méditaient, ils pensaient, ils réfléchissaient ou bien ils laissaient divaguer leur esprit, tu vois. Mais maintenant, c'est vraiment tout le monde est obnubilé par, on va dire, peut-être cette peur de l'ennui et comme tu le dis, l'univers n'aime pas le vide et va le combler automatiquement. Nous sommes notre propre univers et on va combler ce vide automatiquement, tu vois, ouais, et par un réflexe conditionné, j'ai envie de dire. On a notre téléphone, hop, il y a un moment de libre, pouf, tu sors le téléphone. Est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que j'ai reçu un email? Ah bah tiens, Facebook, tiens, Instagram, tiens, si, tiens, ça. Tiens, est-ce que je pourrais pas faire un like, machin, voilà, non, voilà, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et commencez à regarder autour de vous, posez-vous des questions, et c'est peut-être des choses qui vont vous faire grandir.
Je le fais, et c'est pas parce que je le fais que c'est forcément ce que tout le monde doit faire, mais faites-le un peu plus, réfléchissez à qui vous étiez quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait accès à toutes ces diversions, alias divertissement, hein, au final, et sachant que même sans téléphone portable, le cerveau est un grand prodige pour créer de la diversion aussi. L'exemple, c'est, moi je fais de l'apnée le matin, je fais des exercices d'apnée. Euh, autant avant je faisais de la méditation que dès que mon esprit commençait à partir vers la diversion, vers le divertissement, le principe même de la méditation, c'est de se ramener à l'instant présent, potentiellement en se concentrant sur la respiration ou le focus sur un élément face à soi. Mais quand tu es dans l'apnée, tu n'as plus d'histoire de respiration puisque tu la bloques, tu retiens. Et en fait, pour tenir plus longtemps, et ben en fait, te raconter une histoire ou laisser partir ton cerveau dans des histoires, justement, euh, va créer une diversion qui va comment dire, t'éloigner de l'inconfort de cette apnée. Tu vois? Ouais. C'est ça c'est un peu comme aussi les trailers, les gens qui font de l'ultra trail, des longues distances, bah, ils le disent eux-mêmes quand tu les interviews. Au bout d'un moment, mon esprit divague, je suis en train de penser que je suis en train de faire ça et tout, parce que même s'ils kiffent leur sport, l'instant est pénible. Il est Ouais. pénible physiquement et potentiellement ça leur fait du bien au mental de s'échapper. Après, voilà, là, je suis en train de parler d'un ultra-trailer qui a déjà fait peut-être 90, 100 bornes tout seul en montagne et en montée et qui souffre intérieurement, qui a besoin un petit peu de cet échappatoire. Et je compare ça au gars qui va juste prendre le train pendant 30 minutes le matin, qui peut potentiellement avoir cette douleur interne de ne pas allumer son téléphone portable et de ne pas checker les messages. Mais c'est toujours difficile. Ouais. Ah oui, non, bien sûr, on est d'accord, et c'est un réflexe, hein, c'est devenu un réflexe, on s'emmerde, Ouais. on va au shot, on sait pas quoi faire, on emmène le téléphone avec, et puis on ressort 10 minutes plus tard en se disant putain de merde. Ah mais ça, Nico, tu sais, quand je vais aux toilettes, moi je dis, si on me cherche, je suis au bureau. Parce que je pars avec mon téléphone et pour la plupart, vous le savez, quand je suis sur Instagram, c'est ma zone de travail aussi, les réseaux sociaux. Je vais te dire, trois quarts des posts, et voilà, soyez pas dégoûtés si vous m'entendez, hein, trois quarts des posts que je fais sur Instagram sont faits dans mes toilettes, hein, donc voilà. Ah Mais mais bien sûr. je mets à profit, toi, je mets à profit. Ouais. Ça m'empêche pas de me retrouver sur une vidéo de chat ou de soulevé de terre de Ronnie Coleman, comme Ouais. ça, par inadvertance, ça a dérapé, tu vois. Non, mais on est d'accord, mais après, du coup, c'est un constat entre soi et soi-même à se dire, honnêtement, est-ce que ce que je fais, ça me sert vraiment? Donc toi, par exemple, bah, oui, logiquement, vu que tu postes et ça te fait du contenu et ça te fait faire des vues et des connaissances, enfin, on connaît ta chaîne de plus en plus, quoi. Mais je veux dire, il faut être honnête et se poser 2 minutes et à se dire, OK, alors je dis pas qu'il faut pas squatter le téléphone une seule fois, quoi. Ça peut arriver, voilà, de temps en temps, à des moments propices et choisis. Mais à partir du moment où est-ce qu'on est soumis à ça, je pense que c'est pas forcément bénéfique, quoi, on va dire. Et Ouais. ça fait une question, du coup, c'est imaginez que vous passez de 5 heures à 4 heures, pardon, et ça vous fait 1 heure par jour de téléphone en moins. Où est-ce que vous êtes dans un an si tous les jours vous êtes à 4 heures au lieu de 5? Qu'est-ce que ça vous permet de faire en plus? Lire, faire un peu de sport, faire de la méditation, voir les enfants 1 heure et jouer avec, euh, apprendre un truc tous les jours 1 heure. Imagine, tu révises tous les jours 1 heure, tu apprends un truc, même une demi-heure. Je veux dire, c'est fou, ça te fait 3h30 ou 7 heures à la fin de la semaine, quoi. Tu fais ça fois 56. On en revient à l'histoire du volume, que ce Ouais, soit dans l'apprentissage physique par la pratique sportive ou l'apprentissage mental. Au final, c'est le volume qui te permet de développer une compétence. Si tu passes, comme tu le dis, 3 heures par jour à regarder des vidéos de chats, tu seras au bout d'un an, tu seras un expert en vidéos de chat, tu vois. Tu pourras ouais. anticiper. Voilà, si c'est ça dans ta vie, ton objectif, moi, les gars, je vous dis, allez-y, regardez des vidéos de chats.
allez-y. Si c'est votre objectif, je vous regarde sérieusement, je vous parle sérieusement. Remettez-vous en question, remettons-nous en question pour le bien-être de tous, parce qu'en fait, ça a une implication sur qui on devient, et qui on devient a un impact sur qui on côtoie. Est-ce qu'on Ah, a envie? Ah non, mais c'est ça. Comme ça me je le dis fait. souvent, quoi, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais nous-mêmes, nous sommes une personne de l'entourage de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Ben, du coup, ça me fait poser. Je suis parti de chez Axel avec une question en tête qui me trottait. Et justement, c'est par rapport à l'entourage. Et tu vas me donner ce que tu en penses. Donc, je pose la question de est-ce qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus, ou bien est-ce que les 5 personnes qui nous côtoient le plus sont les résultats de nos actions et de nos pensées? Parce que, tu vois ce que je veux dire? Alors, d'un point de vue vocabulaire, je dirais pas que nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent, mais une moyenne, tu vois, plus une moyenne qu'un résultat. Ouais. Euh, et effectivement, le fait qu'on soit soumis à 5 personnes ou 5 groupes de personnes que nous côtoyons au quotidien, ben, ça va rejoindre cette histoire de volume, le volume horaire passé avec ces personnes. Et forcément, parmi ces 5 personnes, potentiellement, il y a une personne en plus avec laquelle une personne avec laquelle on va passer le plus de temps et qui aura, elle, le plus d'influence parce qu'en fait, c'est ce volume, le temps passé avec, qui va infuser en nous. Et ça, on va le diviser avec ce que les autres personnes vont nous apporter. Alors, je vais faire un article là-dessus, d'ailleurs, sur mon site, justement, sur l'entourage. Quand je dis personne ou groupe de personnes, ça veut dire euh, soit c'est un collègue en particulier ou un groupe de collègues, soit c'est un média particulier qu'on écoute en permanence ou un ensemble de personnes qu'on écoute. Voilà, c'est aussi voir comment on quantifie tout ça. Si je rapporte ça à ma personne, je vais dire que moi, les personnes qui m'entourent le plus, ça va être un, ma femme, deux, mes enfants. Donc j'inclus mes 2 enfants dans un groupe de personnes parce que je passe autant de temps avec eux et c'est plus ou moins la même source d'influence. Ensuite, ça va être les 3 autres personnes. Ça va être un groupe de personnes, c'est mes clients, parce qu'en termes de volume horaire, mes clients, ça représente du monde. Mes clients en coaching sportif, mes clients en nutrition. Et ensuite, ça va être tout ce que j'écoute au quotidien, donc les podcasts ou les lectures que j'ai. Voilà, et on pourra en parler plus tard. Ça va faire la moyenne de qui je suis. Ensuite, est-ce que nous-mêmes, on a une influence sur qui on va attirer au final? C'est ce que tu vas poser comme question. Effectivement, parce qu'en fait, on va attirer des gens de notre même, de, comment dire, qui sont équivalentes à l'énergie qu'on dégage et à ce qu'on Mhm. recherche au final, tu vois. Si moi j'ai envie de développer mes compétences en management financier, automatiquement, les livres, les podcasts que je vais écouter, ça va être autour de ça. Les gens que je vais côtoyer, que je vais chercher à côtoyer, ça va être des gens autour de ça. C'est exactement ça. Oui, on va attirer ce genre de personnes. Si je suis hyper concentré sur, par exemple, la capoeira, eh ben forcément, je vais m'entourer de personnes qui font plus de la capoeira, regarder les médias qui en diffusent et tout. Donc, je vais attirer ça. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça me parle, ouais. Mais tu vois, il y a ce truc-là du coup de est-ce que je vais subir mon entourage parce que c'est lui qui va modeler mes croyances et mes actions, ou est-ce que c'est moi qui vais, justement, comme tu le dis, attirer l'entourage et qui va juste être à l'image de mes pensées, de mes croyances et de mes actions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est dans le vocabulaire. À partir du moment où tu dis est-ce que je vais subir, Ouais. subir, ça veut dire que tu es déjà dans une phase où non, ça ne te correspond plus. Oui, bien sûr, on est d'accord, Donc, hein. soit il y a cette période où tu vas subir, et soit tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu acceptes de subir, et donc oui, là, ça va avoir une grosse influence sur toi parce que toi-même, tu vas changer pour t'adapter à ce stress, hein, à cette soumission, en fait. Mhm. Et soit tu subis, mais en fait, tu ne le tolères pas, et donc de toi-même, tu vas faire le tri dans cet entourage. Tu vois? Ouais. Chose que je peux encourager tout le monde à faire de temps en temps, hein, faire un petit check-up mensuel, dire, OK, qui je suis vraiment, qui m'entoure le plus, toi, comme moi, j'ai fait le check-up là devant tout le monde.
qu'est-ce qui m'entoure le plus en ce moment? Eh ben, faites-le. Voyez en termes de volume horaire quel temps vous passez avec les personnes. Et ensuite, dites-vous, OK, est-ce que mes comportements sont liés au comportement des autres? Est-ce que je tolère ces personnes qui sont au quotidien avec moi? Depuis combien de temps? Tu vois? Est-ce que ma personnalité a changé vis-à-vis de cette présence? Ça peut être avec des collègues avec lesquels ça passe pas. Je dis, ben après, si tu fais le choix de rester avec ces collègues, ben, c'est soit de ta faute, soit parce que c'est irrémédiable. Tu ne peux pas changer ça. Mais je veux dire, on est toujours, il faut prendre ses propres responsabilités, hein. Personne ne t'empêche de rester dans ton boulot si ça te fout ta vie en l'air. Personne ne t'empêche de rester, euh, de quitter ta femme si ta femme te les brise menus tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ça, voilà. Ou tu ne supportes plus les blagues de tes potes, et ben voilà, change de pote, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois? Ou dis-leur, arrêtez avec vos blagues de con, là. Voilà. Et ça va ça va déjà changer ta personnalité, de changer cet entourage. Et donc, du coup, tu influenceras les nouvelles personnes, tu vas influencer on va dire, le destin sur qui va de nouveau t'entourer, parce que le vide va être appelé à être comblé. Et donc, ces nouvelles personnalités, ben oui, elles vont avoir un nouvel impact sur toi. Ouais, mais du coup, là, ça revient au truc, à ma question, c'est si tu décides et que tu comprends que tu es le résultat des 5 personnes qui t'entourent le plus, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus, tu dégages un mec qui parle beaucoup et qui fait rien, comme moi, avant, et bah du coup, la vie, elle te remet un mec qui parle beaucoup et qui fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que si tu te dis, attends, ok, je rayonne, je parle beaucoup, mais je fais rien je reviens sur moi, je vais faire et fermer ma gueule. Et du coup, bah, il y a tout ton entourage automatiquement qui va changer parce que tu as changé intérieurement et du coup, bah, forcément, l'extérieur, ton environnement, il va changer automatiquement. On connaît tous ce truc-là de, tu sais, quand tu étais en cours, tu passes de la seconde, de la troisième à la seconde et tu dis, ouais, non, mais voilà, on se parlait plus, ça s'est fait naturellement parce que lui, il est parti dans son truc et moi, j'ai fait mon truc. On n'avait plus les mêmes trucs en commun, tu vois. Et naturellement, la vie, elle s'occupe de ça. Donc, moi, enfin, évidemment, c'est les deux, hein, évidemment, que si un mec il nous les brise de par ses actions, ses pensées, ses croyances, on a tout intérêt en tout cas, qui colle pas avec notre truc, on a tout intérêt à lui dire, écoute, frérot, laisse tomber. Moi, je vibre autre chose, tu vois. Mais je pense aussi que notre environnement, c'est juste le reflet de notre intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Et fait, en ouais, c'est peut-être que je l'ai mal exprimé. ouais, Mais justement, si, comme tu le dis, l'exemple, c'est mon pote, il a telle caractéristique, donc il parle beaucoup, il fait rien, je le dégage, et ben, il y a le même genre de personne qui revient. C'est parce qu'en fait, tu n'étais pas aligné avec toi-même. ouais, Tu vois? C'est parce que ouais, justement, tu n'as pas encore fait le switch mental de dire non, en fait, c'est pas ça que je veux, quoi. ouais, Je veux un gars qui parle moins, mais qui fasse plus. ouais, Tu vois? Et donc, ouais, ça va, oui, donc toi-même, tu vas changer. Et quand tu vas être de nouveau face à un gars qui parle beaucoup, mais qui fait rien, tu dis non, non, mais toi, tu fais pas partie de mon monde, toi. Tu ouais. vois? C'est ça Mais aussi. ouais, on est du coup là-dedans. Et Ouais, moi, j'expérimente ça en ce moment, tu vois. C'est que je me rapproche de certaines personnes et je m'éloigne d'autres. ouais. Et c'est OK, tu vois, ça demande juste, c'est juste un indicateur. C'est juste pour savoir à combien tu roules, quoi. Ou pour savoir où t'en es avec tes croyances. Parce que tu sais, consciemment, je voulais bien que je voulais faire des choses, mais je les faisais pas, tu vois. Et donc, je me retrouvais avec l'entourage que je mérite, entre guillemets. Alors, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, et je peux bien comprendre, et je suis chaud pour échanger, tu vois. Mais voilà, et ça introduit la question d'Ahmed, que je salue, frérot, sur le développement Ahmed, personnel. je reprends sa question là. Attends, elle est là, notée. Ahmed, est-ce que le développement personnel n'est pas du fake parce qu'il n'a rien de palpable, rien de tangible, rien de concret? C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est du fake le développement personnel? Moi, je comprends le fond de sa question vis-à-vis du fake. Alors, le développement personnel, on comprend tout ce que c'est, hein, c'est développer sa propre personnalité, quel que soit le sujet, hein. Moi, je pense que l'histoire du fake qu'il veut mettre en avant, c'est l'histoire du marketing fait autour du développement personnel, euh, qui est potentiellement fake, ou des gens, et ça, c'est des choses que moi je pense, des gars qui ont, et des gars, je veux dire des gamins, hein, qui ont 20 ans, 22 ans, même 25 ans,
qui vont t'apprendre, qui veulent t'apprendre la vie parce qu'ils ont tout compris, quoi. Eux, à 25 ans, ils ont tout compris. Alors, je peux concevoir hein, qu'ils ont compris certaines choses avant les autres sur certains sujets. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ils vont te vendre un concept qu'ils ont certainement tiré d'une source anglophone et qu'ils ont juste traduit en français et qui vont te vendre ça sous forme de formation en ligne, version francophone. Là, vu comme ça, oui, ça pourrait être du fake. Moi aussi, des fois, j'ai du mal à me représenter qu'un gars qui a 20 ans de moins que moi, qui a juste été chez ses parents, euh, même s'il a eu peut-être des difficultés dans sa vie, hein, qui a fait ses études en marketing la plupart du temps ou en business et voilà et qui maîtrise un peu l'intelligence artificielle, euh, il te sortent un truc comme ça. Ouais, pour moi, voilà, c'est un peu du fake, même si les idées qu'il véhicule peuvent être tout à fait pertinentes. Donc l'histoire du fake peut être juste le véhicule, mais les idées transmises peuvent être bonnes. Et je pense qu'on doit tous être ouverts sur tout ce genre d'idées. Donc pour moi, il n'y a pas d'histoire de fake. Personnellement, moi, l'histoire du développement personnel, je vais te dire, il y a 20 ans en arrière, enfin, ça faisait même pas partie de mon vocabulaire. Je suis même pas sûr qu'on parlait de développement personnel début 2000. Donc voilà. Mais les trucs, comment dire, les ressources de développement personnel qui, moi, m'ont permis de me développer personnellement, ça a été dans le développement financier. Donc, il y a toujours ces histoires de bouquins, de vidéos, de gens qui te motivent, de gens qui t'instillent des conseils, des principes qui te donnent une ouverture d'esprit. En fait, c'est ça le développement personnel. C'est accepter de recevoir des outils qui te permettent d'ouvrir ton esprit et de passer à une étape supérieure. On est tous à des niveaux différents. On est tous à des niveaux différents. On va répondre tous différemment à tel type de stimulation, à tel type d'outil. Et potentiellement, Ahmed, toi, tu es peut-être à un niveau de développement personnel qui est haut comme la tour Eiffel, mais les gens que tu vois autour de toi qui te vendent ce genre de choses, eux, ils sont juste à la hauteur de l'Arc de Triomphe, tu vois, d'un point de vue niveau. Et donc, tu es au-dessus. Donc, toi, ce qu'il faut, c'est si tu veux continuer de te développer individuellement, il faut que tu cherches des gens qui sont un rang au-dessus. Mais chercher et trouver ce rang au-dessus, c'est aussi faire face à des idées avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord. Parce que dans le développement, ça veut dire que ça inclut une histoire de progression. À quel niveau est-on prêt à progresser? À quel niveau est-on prêt à faire tomber certaines croyances limitantes? Vous voyez, c'est ça aussi. Des fois, on pourrait croire que c'est du fake parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas testé. Oui, mais si on est à tel niveau, c'est justement peut-être parce qu'on n'a pas testé le niveau supérieur. Qu'en penses-tu, toi? Non, ça me parle ce que tu dis et je te rejoins tout à fait. Mais je pense sincèrement que le développement personnel, c'est un moyen de réaliser des objectifs. Et en fait, ça répond à des problématiques. Et comme on est face à un problème, je sais pas, je gagne pas d'argent ou je gagne pas assez, j'ai un rapport avec mon père ou ma mère un peu chaud, je sais pas, j'ai des croyances limitantes, j'ai l'impression de me retrouver toujours dans la même situation dans ma vie. Et en fait, de par ces problématiques diverses, on va essayer de chercher un outil, un moyen de les dépasser pour un certain objectif, tu vois. Donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que ça implique pour toi, Ahmed, que le développement personnel, c'est du fake? Ou qu'est-ce que ça implique pour toi, Ahmed, que le développement personnel, c'est réel? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire et qu'est-ce que ça va te permettre de ne pas faire? Parce qu'après, on pourra discuter par rapport à ça, quoi. Est-ce que si c'est du fake, c'est une raison de ne pas me sortir les doigts? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, on peut en discuter. C'est quoi ton objectif? Ton objectif? Ou est-ce que c'est une bonne raison pour se sortir les doigts et pour se dépasser? Moi, je pense que, en fait, le développement personnel a toujours existé.
et que c'est juste du dépassement de soi, de se développer, quoi. Un arbre, il se développe parce qu'il veut de la lumière et au final, il veut vivre, quoi. Et après, comme c'est dedans, toi, c'est développement personnel. C'est très individuel. Qu'est-ce que Mm. tu as envie de développer chez toi? C'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux développer? Parce que je veux dire, aller faire du sport, un sport que tu ne pratiques pas, mais qui va te permettre peut-être d'être plus souple, plus endurant, ben, ça va te permettre de te développer aussi personnellement, tu vois? C'est un Ouais, développement. Si tu as envie de développer ta capacité à gérer de l'argent, à générer de l'argent et tout, bah, tu vas te focaliser sur ce domaine-là. Et donc, tu vas te développer dans ce sens-là. Mais développement personnel, juste, je vois l'idée, hein, tu vois, c'est juste, oui, passer à un état peut-être spirituel supérieur, ou tu vois, tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'abondance et autres. Ben, si c'est ce que tu recherches, c'est ce sur quoi tu dois travailler. ouais. Et pour moi, c'est pas du fake. C'est peut-être du fake si les sujets sur lesquels tu entends parler ne te parlent pas. Mais si toi, tu as envie de te développer dans un domaine particulier, ça reste du développement personnel. Il n'y a pas d'histoire de fake. En fait, tous ceux qui te vendent du développement personnel, c'est pour une population particulière qui va Ouais. s'identifier à ce discours. Si tu ne t'identifies pas à ce discours, c'est pas que c'est du fake. C'est juste que c'est pas pour toi. Pour moi, il y a un truc qui est fake et c'est la chose dans laquelle je me suis perdu, c'est de penser que parce que tu vas faire du développement personnel, tes décisions et tes actions seront hyper faciles à mettre en place. Et je pense qu'il y a juste ça qui est fake. À partir du moment où on te vend de la facilité, c'est que c'est pas bon. Parce que forcément, tu veux faire face à toi-même pour augmenter, pour t'améliorer. Donc forcément, ce sera difficile. Je suis d'accord avec toi dans un sens, mais après, voilà, je vais dire, c'est pas en fait du fake de la part du gars qui te vend le truc, au final. Parce que le gars, il te vend foncièrement un système qui fonctionnera peut-être pour trois quarts des gens, mais les autres, ben, ils vont pas trouver facile. Mais peut-être qu'ils auront peut-être pas mis tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire. Tu vois, il y a peut-être aussi ce manque de prise de responsabilité, de dire, ouais, j'ai peut-être pas tout mis en place pour atteindre ce que je veux atteindre. C'est ça aussi. Dire que l'autre est un fake, c'est aussi potentiellement rejeter sa propre responsabilité à ne pas appliquer les conseils de l'autre et à tester le processus, tu vois. Si tant est qu'on a envie de s'y mettre, hein, bien évidemment. Ouais. Bah, c'est un débat qui peut durer longuement, mais voilà, je pense qu'on a quand même balancé pas mal d'idées sur cette Ouais. question. Hmm. Il y a de quoi faire, de se reposer soi-même les questions, des vraies questions. Ahmed, si on a répondu plus ou moins à ce que tu attendais, eh ben, dis-le en commentaire. Si c'est pas le cas, laisse-nous un commentaire, dis-le et on essaiera d'en reparler peut-être en privé ou répondre plus tard. J'ai une autre question, et là, c'est très en rapport avec des choses qu'on a pu dire par le passé dans les autres naturocasts, et sur ce sur quoi tu travailles en ce moment, et tu parles beaucoup sur Instagram, les protéines. Ouais. Question qui nous vient donc sur Instagram de Adegagou. Pour avoir suffisamment de protéines, doit-on manger de la viande à tous les repas? Allez, vas-y. Donc ça voudrait dire que la protéine vient uniquement de la viande. Déjà là, il y a... Erreur. Hein? Erreur. Déjà, Et- erreur. Ouais, enfin, c'est limité, quoi. S'il y a une vision de protéines égale animal égale tout, c'est tout. Et je pense qu'il y a déjà... il y a les protéines animales et les protéines végétales. Donc, alors ça, c'est une bonne question aussi après la fréquence. Il y a des gens comme Julien Pinault avec le protocole StrongFit qui conseillent de prendre des protéines, surtout les protéines qui demandent pas mal de digestion, donc les protéines animales là en l'occurrence, le soir, tu vois, par exemple. Est-ce qu'il faut en prendre à tous les repas? Non. J'ai envie de te dire non, mais par contre, il faut ton apport protéique par jour sur une journée, quoi. Donc, si tu prends pas un petit déj protéiné ou tu prends pas un déjeuner protéiné parce que tu sens que tu es éclaté après manger, l'idéal, c'est d'avoir ton apport protéique sur le petit déj et le repas du soir, quoi. Ou un petit snack en plus, par exemple.
Moi, ce que je dirais pour essayer de faire plus simple pour la personne qui pose ces questions, à ce que j'ai compris, c'est une dame. Euh, Est-ce que tu dois manger des protéines à tous les repas? Et ce que Nico veut dire, c'est que au-delà de penser à l'apport protéique à chaque repas, et cet apport protéique n'est pas forcément que de la viande, ça peut venir aussi des œufs, ça peut venir de produits laitiers, ça peut venir de tout. Il y a même des protéines dans le brocoli, mais merde, dans une moindre mesure, bien évidemment. Euh, c'est quelle quantité de protéines ton corps a besoin. Ça, on ne peut pas le dire foncièrement. Il y a des calculs approximatifs qui dépendront de ta condition de vie, savoir si, donc déjà, c'était un homme ou une femme, savoir si tu es sédentaire, semi-sédentaire, sportive, très sportive. Ça va inclure sur des moyennes reconnues à l'international qui vont faire varier ta consommation pour des besoins en protéines. Si tu es vraiment sédentaire, c'est-à-dire que tu ne bouges pas de ta journée, tu prends la voiture, le métro, l'ascenseur et tu travailles derrière un bureau, les apports en général recommandés sont de 0,6 à 0,8, enfin 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu es, on va dire, une femme moyenne, on va dire 60 kilos. Et voilà, je ne pourrais pas te dire, même si c'est la moyenne, quoi, 60 kilos, ça voudrait dire que si on est sur 0,6 grammes, il faudrait que tu apportes en moins 36 grammes de protéines par jour. Et si on prend la fourchette haute 0,8, ça ferait 48 grammes, entre 36 et 48 grammes. À l'autre échelle, si tu étais une femme très sportive, on viserait entre 1,8 g et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc tu fais le calcul, là de tête, ça ferait 1,8, ça ferait entre 108, en gros entre 108 et 130 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc tu vois, la fourchette est large. Ça dépend vraiment déjà, de ta condition. Donc on peut passer entre 36 et 48 grammes et 100 et 130 grammes. Donc déjà, par rapport à une femme de 60 kilos. Une fois que tu as identifié ça, donc c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, hein, ta situation, elle peut être très bien au milieu, et que ce soit 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, donc il faudrait peut-être 60 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que ça représente 60 grammes sur une journée, hein? Ça représenterait l'équivalent peut-être de 250 grammes à 300 grammes de poulet, d'escalope de poulet. C'est un exemple. On simplifie les choses. Donc, si c'est tes besoins quotidiens, il faudrait que tu apportes l'équivalent de ces 300 grammes d'escalope de poulet quotidiennement. Si tu as l'habitude de faire 3 repas, bah, potentiellement, ces 300 grammes, tu pourrais les diviser en 3 et à mettre 100 grammes à chaque repas. Ou tu pourrais très bien mettre 300 grammes au dîner ou 100 grammes le matin, 200 grammes le soir. Et le but, c'est d'apporter cette quantité à ton corps, principalement, dans un premier temps. Après, pour le timing de la nutrition, en fonction de si tu es sportif, quel est le meilleur moment, on peut aussi se poser la question, mais on n'a pas tous ces détails pour toi. Je te dirais que dans un premier temps, c'est d'apporter cette quantité de protéines propre à toi. Donc, laisse-nous en commentaire ton poids, ta taille, ton âge, ton sexe, et nous dire ton activité physique, et on pourrait être plus précis dans nos dires. Mais sur le principe, je pense que Nico sera d'accord avec moi, c'est comme ça qu'il faudrait faire les choses. Ouais. T'es OK? Et ouais, clairement. Et après, en fonction de là où tu veux commencer, je sais pas, par exemple 0,8 grammes, tu as des signes fonctionnels qui vont faire que tu te dises, ouh, là, je suis un peu limite. Et ces signes, c'est, regarde mon réel. Non, et ces signes, ça peut être bah, de la fatigue chronique que tu comprends pas, tu dors relativement assez, on va dire. Donc la fatigue chronique, parce que enfin, faut bien comprendre une chose, c'est que protéos, ça veut dire, enfin protéine, ça vient de protéos, qui veut dire qui occupe la première place. Et je veux dire, les protéines, on pense à muscles. C'est ce que je disais dans le réel, tu vois. Quand on entend protéines, on pense à Schwarzy qui va flex comme ça, voilà. Et en fait, les protéines, elles sont partout. Le collagène, c'est des protéines, c'est une protéine. La kératine, donc la qualité de tes ongles et de tes cheveux, c'est une protéine.
Tes neuromédiateurs sont faits de protéines. La dopamine, c'est une protéine. Tes enzymes digestives, ce sont des protéines. Ce qui te permet de faire de l'influx nerveux. Donc, si tu veux te contracter ton biceps, par exemple, eh ben, les canaux qui sont dans les membranes cellulaires, donc dans les cellules, c'est des protéines. Et sans ces protéines-là, sans ces canaux-là, il n'y a pas d'influx nerveux. C'est pas possible puisque ta membrane est perméable aux ions, donc il peut pas y avoir un échange. Enfin, tout part des protéines. Il n'y a pas que ça, mais énormément de choses, c'est des protéines. Ouais. Ça, c'est clair et net. De toute façon, je le vois hein, au quotidien, toi aussi, avec les gens qu'on accompagne. Euh, c'est pas une histoire seulement de est-ce que je dois manger de la viande, c'est déjà qu'est-ce que je dois apporter comme protéines à mon corps en termes de quantité. Est-ce que apporte assez? Assez pour bien fonctionner. Mm. C'est pas un chiffre pour un chiffre, c'est en apporter assez pour bien fonctionner. Ça, c'est important. Ensuite, le côté protéines animales ou végétales, chacun trouve son compte, sachant qu'en général, il va falloir apporter beaucoup plus d'aliments végétaux que animaux pour satisfaire ses besoins en protéines. Pourquoi? Parce que les aliments végétaux sont moins denses en protéines. Donc, il faudra bien évidemment augmenter la quantité en termes de grammage du Ouais. produit en particulier. Et c'est Voilà. moins disponible aussi, quoi. Ouais. Donc, n'hésite pas à nous dire, à nous donner tes infos en commentaire ou à me contacter aussi sur Insta. On répondra à ça ou potentiellement dans une prochaine vidéo. Tu avais une question aussi de ton côté, Ouais. Nico? D'un pote qui avec moi en cours euh, sur bah justement bah attends faut que je la recherche. J'arrive, il est où Pierrot là. Alors, est-ce qu'il y a une assimilation limite par macro, donc lipides, glucides, protéines, en fonction d'un volume horaire? Donc, autrement dit, est-ce que manger plus de 40 grammes de protéines par heure, c'est pas pédaler dans la semoule, puisque ça va être limité. Alors, Alors, vas-y. là, tu parles par rapport à une consommation d'un type de macro sur un volume, sur une heure particulière. Ok. Je pensais que c'était potentiellement lié à un volume horaire d'entraînement, tu vois, Ah non, au temps d'entraînement, d'accord. comme ça. Euh, ben écoute, il y a encore quelques années en arrière, on te disait que tu pouvais consommer que 30 grammes de protéines par repas. Qu'au final, ton corps, il absorberait que 30 grammes de protéines par repas. Et au final, toutes les dernières études ont démonté ce, ce, c'était même pas une étude, quoi, je crois. Ou il y avait eu un truc comme ça qui était sorti, mais ils ont Bien. démonté ça. Donc en fait, le facteur limitant, et je vais te dire, hein, pour tous les macros, ça va être ta capacité digestive. C'est aussi simple que ça. C'est toi-même qui va définir ta capacité d'ingestion de macronutriments. C'est ton historique de vie, ce sont tes prédispositions, c'est l'instant, comment tu as dormi, qui vont définir ça. J'entends par là que si tu as, au fil des années, pris l'habitude de manger 50 grammes de protéines, plus 100 grammes de lipides, et encore 90 grammes de glucides au sein d'un même repas, matin, midi et soir, tu t'es habitué à ça, et à de fortes probabilités que tu sois capable encore de le faire. Après, en fonction de la qualité des sources des aliments que tu as consommés, je garantis pas le résultat parce que forcément, à qualité d'alimentation dégradée égale une proportionnelle dégradation du système digestif. Donc ça aussi, voilà. Donc ça va dépendre vraiment de tes habitudes et de ce que ton système digestif est prêt à recevoir. Par système digestif, j'entends déjà ta capacité de production d'enzymes au niveau buccal, ta capacité de production d'acide chlorhydrique, de pepsine, de mucus au niveau de l'estomac. Ensuite, savoir ta capacité de production d'enzymes au niveau du pancréas, pour la digestion au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Et ensuite encore, quelle est la qualité de ton microbiote, donc de ta flore intestinale,
pour aussi encore extraire les derniers nutriments de ton bol alimentaire. Voilà, ça va vraiment dépendre de ça. Il n'y a pas de limite actuellement. Il ne me semble pas avoir vu quelconque étude disant que c'est tant de grammes maxi. Parce que on ne peut pas le dire. On est tous différents, ne serait-ce que par le gabarit, par le sexe, par potentiellement la longueur des intestins, qui est peut-être plus ou moins la même pour tout le monde, mais qui varie aussi. Tu vois, il y a tout ça comme facteur à prendre en compte. Après, euh, il y a forcément des moyennes, mais voilà, ça peut évoluer. Si je pense aux protéines, on en parlait à la question précédente, ben, si tu fais un seul repas par jour, que tu habitues ton corps à un seul repas par jour sur des semaines, mois, ben, je peux te dire que lui, ton corps, il va avoir tellement besoin de protéines que si tu lui mets 100 grammes d'un coup, il y a de fortes probabilités, si bien évidemment ta demande physique est aussi proportionnelle, il y a de fortes probabilités que tu digères tes 100 grammes de protéines. Alors bien évidemment, ça va te demander du temps de mastication, pour manger et tout, et ça, faut le prendre, bien évidemment. Si je prends après par rapport aux glucides, moi qui suis en ce moment en train de faire des triathlons, des trucs un peu plus longue distance de mon côté, eh bien, on constate que sur la consommation moyenne à l'effort des athlètes, ça peut varier de 30 à 120 grammes de glucides par heure d'effort, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Quand je dis 120 grammes de glucides, je rappelle, hein, c'est pas 120 grammes de riz, hein. Je le rappelle, juste pour une indication, 100 grammes de riz cuit, en général, ça fait une moyenne de 30 grammes de glucides. Donc dites-vous que par heure, si on cherche 120 grammes, ça veut dire qu'il faudrait manger 400 grammes de riz cuit. C'est pour ça que les triathlètes, les sportifs de longue distance, les athlètes du Tour de France et autres mangent, si vous voulez regarder sur les vélos, en train de courir, ils sont toujours en train de manger ou de boire. Et dans les boissons, il y a des glucides dedans. Donc voilà. Et pour arriver à consommer 100 grammes de glucides ou 120 grammes de glucides en une heure, hein, et donc ça veut dire que s'ils courent 6 heures, ils vont manger pendant 6 heures, chaque heure, 100 grammes de glucides. Eh ben, ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain. Parce qu'au début, ils ont fait comme moi, là où j'en suis à 35-40 grammes par heure. Et qu'est-ce qui me limite là, à 35 grammes, 40 grammes par heure? Eh bien, on en revient à ce que je disais précédemment. C'est la capacité de mon système digestif à tolérer cet apport de glucides. Parce que si je consomme plus, automatiquement, je peux avoir une petite détresse digestive qui peut engendrer des douleurs ou une diarrhée ou du ballonnement ou des gaz. Et ça sera en fonction de chacun. Ça, c'est mon point de départ. À moi, Julius, bientôt 43 ans. Mais il y a des gars, sans se poser la question, du jour au lendemain, ils peuvent attaquer et consommer 60, 90 grammes de glucides par heure d'effort et n'avoir aucun symptôme. Parce qu'ils sont peut-être plus jeunes ou ils ont peut-être eu plus l'habitude de consommer des glucides que moi. Moi qui suis resté pendant plusieurs années très bas en consommation glucidique. Donc j'ai prédisposé mon corps à une faible tolérance aussi à la gestion des glucides dans mon intestin. Donc le simple fait de charger, surcharger mes intestins avec beaucoup de glucides, eh ben, c'est une détresse. C'est pour ça qu'on, dans les sports d'endurance, on va parler de gut training, l'entraînement du système digestif, pour progressivement exposer mon système digestif à progressivement de plus en plus de glucides, parce qu'en fait, ces glucides me permettront de durer plus longtemps dans l'effort et d'être plus efficace. Donc ça, c'est une question de performance. Mais ça rejoint la question de quelle quantité je peux consommer par heure au final, je pense. Ouais. Et enzymes qui, je rappelle, sont des protéines. Ah, protéos en premier. Non, mais c'est vrai, c'est important, je trouve, Eh oui. d'éduquer et de savoir juste les fonctions pour connaître l'importance de manger des protéines. Parce qu'il y a deux choix, c'est soit on met l'argument d'autorité, il faut manger des protéines, ferme ta gueule, c'est comme ça, ou soit juste on éduque, on dit que voilà, les protéines, c'est contenu dans ça, 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 ça. Et du coup, forcément, les gens, ils vont se dire, ouh, effectivement, c'est important et je pense que j'en mange pas assez. On Voilà. éduque, on conseille et en même temps, on peut apporter du feedback avec du retour client ou du retour de personnes qui nous ont sollicité.
Je fais référence à ma vidéo, mon interview de Docteur JB, un bon copain à moi, qui est médecin urgentiste, qui court aussi des Spartans, Spartan Ultra. Et pendant sa préparation, on le dit dans l'interview, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante, on ne parle pas que de ça. Il m'avait parlé de fatigue, de récupération et autres. Et quand j'ai analysé son alimentation, j'ai dit, mais attends, JB, avec la charge d'entraînement que tu mets, t'es un homme, t'as tel âge, et ben en fait, tu ne consommes pas assez de protéines. Même si on sait que les efforts d'endurance et d'intensité s'appuient pour la production d'énergie principalement sur les glucides, il avait les glucides, mais il n'avait pas l'élément constructeur de cet organisme qui favorisait la régénération musculaire, la production hormonale, la production d'enzymes pour tolérer tout ça, mieux récupérer. On a augmenté ses apports en protéines et il le dit lui-même dans l'interview. Eh ben, ça a changé ma vie, ça a changé sa vie, façon de parler, ça a changé sa façon de s'entraîner parce qu'en fait, il était plus à l'aise. Et même jusque le jour de la course, la veille, il me dit qu'il consomme une entrecôte, enfin, je sais plus si c'est une entrecôte ou un énorme steak, quoi, tu vois. En fait, sa nutrition avant une course de 50 bornes, c'était pas une pasta partie, c'était entrecôte partie, quoi, en gros, quoi. Ouais. Il fait quasiment un top 50 dans sa catégorie sur une Spartan Ultra. Voilà, donc protéines. Mais voilà, je reviens aussi sur la question de Pierrot, ton copain. Ça dépend aussi de ce à quoi tu es entraîné, de ce à quoi tu es habitué. Et sache que tu peux faire évoluer ta consommation en fonction d'un stress que tu vas soumettre à ton corps progressivement, tout en faisant un état des lieux déjà de base, savoir ce que tu supportes. Ouais. Et je pense que secondairement à cette question, en dessous était caché l'idée de plus je consomme de protéines et plus je fais de muscles, mais Ouais, non, non. et les hormones. Tu feras plus de muscles si tu stimules ton muscle déjà par la pratique de la musculation. C'est essentiel. Bodybuilding, hein, construire son corps. On ne parle pas de strength training, l'entraînement de force qui est différent. Là, on parle de créer du muscle. Donc, c'est bodybuilding, la musculation. Là, il faut déjà, c'est la sollicitation musculaire qui, avec le repos adéquat pour favoriser la récupération et les outils, comme les protéines servent de structure pour ton organisme, ça permettra le développement musculaire, bien évidemment. Mais aussi, ces protéines, elles seront ingérées et traduites en muscles que si ton système digestif les digère bien. Ouais. Là, on en revient au même, quoi. T'as beau prendre beaucoup d'informations, parce qu'au final, ces macronutriments, même les micronutriments, ça n'est que de l'information pour ton corps. C'est comment cette information est traitée. Est-ce qu'elle est partiellement traitée? Est-ce qu'elle est décodée? Ou est-ce qu'elle n'est même pas prise en compte? Ouais. J'ai une dernière question de notre ami Prépa Fighting. Conseil pour prendre soin du système nerveux. Il a un exemple, aider à cicatriser d'une lésion nerveuse. Et alors là, je pense que c'est pour toi, Nico. Bah déjà, de quelle lésion nerveuse parle-t-on? Alors là, Parce on que n'a pas la réponse. prépa fighting, je sais pas, ça peut être une commotion cérébrale, Potentiellement. ça peut être, ou est-ce que c'est une lésion nerveuse d'un nerf qui a été sectionné ou impacté? Bon, déjà, un nerf sectionné, c'est chirurgical. Voilà, déjà de un. Mais évidemment qu'il y a des bonnes pratiques pour prendre soin de son système nerveux. Et déjà de un, dormir. Prendre Dormir. de son repos. Vraiment, c'est pendant le repos que ça se construit. Et en fait, un enfant, il fait que dormir. Pourquoi? Parce qu'il se construit déjà premièrement nerveusement. Son cerveau, il se module, c'est la plasticité neuronale, tu vois. Donc, il a besoin de dormir. Quand on a fait une journée intense, même si c'est pas physique, on est fatigué. Pourquoi? Parce que nerveusement, ça nous a pompé. Donc, on a besoin de dormir et de dormir beaucoup. Donc, idéalement, tu dors. Alors, du coup, ben, il n'y a pas de personnalisation là, mais il faut dormir 8 heures de qualité parce que quand tu es bourré, tu dors 8 heures, mais c'est pas de qualité, on va dire. Tu te réveilles le lendemain éclaté. Et ensuite, pourquoi pas intégrer une sieste le midi, quoi, ou le début d'après-midi, et éviter comme ça surcharger ton système nerveux.
Donc forcément, le stress, il va être délétère dans ces cas-là, surtout si tu veux focus sur le repos, mais que tu sois malade, que tu aies une angine ou quoi, il faut du repos pour que ton corps il puisse s'occuper en premier du système nerveux, là en l'occurrence. Et ensuite, niveau de nutrition, bouffe du gras, du bon gras. Ça va être essentiellement, j'ai même envie de te dire, dans un premier temps, te complémenter en oméga 3 parce que ça va être hyper important. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je faisais ça déjà avant l'AVC, on va dire, mais on va dire que l'AVC, c'est un accident du système nerveux, quoi. Enfin, ça engendre, c'est vasculaire, mais ça engendre une lésion nerveuse. Et donc, le repos et manger du gras, du bon gras et des protéines, quoi. Enfin, voilà. Moi, je te rejoins sur ce que tu dis. D'un point de vue nutritionnel, moi, j'irais encore un peu plus loin que sur les simples graisses. Alors oui, et moi, en premier lieu, j'aurais pensé aux graisses et bien sûr aux acides gras oméga 3 qu'on trouve déjà dans t'as la complémentation. Voilà. En termes d'alimentation, les petits poissons, sardines, maquereaux, saumon, anchois, harengs. Donc ça, il faut y aller au moins 3 fois par jour. Et quand il y a lésion, j'irai Semaine. même Ouais. au-delà. J'irai même sur des aliments qui contiennent des acides linoléiques conjugués, donc en anglais CLA, Conjugated Linoleic Acid, qu'on peut trouver dans le beurre, le beurre cru particulièrement, ou dans les viandes, vraiment dans la viande élevée à l'herbe, vraiment pas nourrie au grain ni au foin, seulement vraiment nourrie à l'herbe, donc qui aura elle aussi potentiellement plus d'oméga 3 dans sa chair. Donc ça c'est bien. Lait cru aussi, pour la graisse qu'il y a aussi dans le lait cru entier, pas le lait écrémé, le lait entier. Voilà. Ensuite, j'irai aussi par rapport au système nerveux, deux choses. Le magnésium, qui pour moi va être essentiel là-dedans. Et en termes de dosage, on va te dire, les recommandations en France, je crois que c'est déjà au moins 250 milligrammes par jour, voire 300. S'il y a lésion, j'irai un peu au-delà, voir aussi la qualité du magnésium que tu prends. J'irai ce qu'ils appellent les magnésiums de troisième génération, type glycérophosphate de magnésium, par exemple. Euh, Ensuite, toujours pour le système nerveux et qui va aussi avec la consommation de magnésium. Et bien sûr, maintenant, quand on te vend du magnésium, il est toujours adjoint de vitamine B6, la vitamine B6 qui va favoriser l'absorption du magnésium. Mais on sait que la plupart des vitamines B, je crois que c'est B1, B3, B6, B9 et même B12, oui aussi, sachant qu'il y en a d'autres, hein, ont une action directe sur le système nerveux. Ces vitamines du groupe B, on les trouve principalement dans les légumes à feuilles vertes foncées, c'est un fait. Euh, mais c'est pas forcément là où c'est le plus biodisponible. C'est bien d'en consommer pour déjà diversifier son alimentation et avoir quelques apports. Mais si on veut sur de l'alimentation brute, pure, vitamine B, le meilleur, c'est les abats. Donc le foie, foie de bœuf, foie de veau, foie de volaille, voilà, tout le foie que tu peux trouver. Ça va être très riche. On a aussi levures diététiques, levures de bière, qui sont des aliments très concentrés en vitamines du groupe B, et donc qui peuvent avoir aussi un impact sur le système nerveux. Voilà ce que moi je pourrais dire à chaud, là, comme ça, sur cette question. Tu as autre chose à rajouter, toi, Nico? Non, ça aurait été bien de savoir déjà enfin, quel type de lésion nerveuse Mais je pense, j'ai une intuition qui me dit que c'est une commotion cérébrale, tu vois, je sais pas pourquoi, ou un truc comme ça, trauma crânien. Alors, s'il y a cette commotion cérébrale, on sait aussi qu'il y a un nutriment qui est reconnu dernièrement, qui a été reconnu par la science et qui est très utilisé dans le milieu des sports de combat pour tout ce qui est commotion cérébrale, c'est la créatine, Hmm. en termes pour la protection cérébrale et protection nerveuse de ce côté-là. Les dosages, j'ai pas les dosages en tête pour tout ce qui est action directe sur une lésion nerveuse. Je connais les dosages pour tout ce qui est développement musculaire, performance, récup et tout. Je rappelle, entre 2 et 5 grammes par personne, et encore, ça dépend de qui on est. Pour le cerveau, je me mouillerai pas sur les dosages, mais la créatine peut être pertinente de ce côté-là.
Ouais, allez voir docteur Rhonda Patrick, qui parle beaucoup d'oméga 3, de DHA, de PA, enfin bref, et de créatine pour le cerveau. Mais je crois que c'est 10 grammes, 10-15 grammes par jour. Je ne Mais veux pas voilà, mouiller. Je il sais faut, que j'ai un chiffre dans ce sens-là, mais je ne veux pas mouiller. il faut aller voir Rhonda Patrick qui en parle beaucoup et qui est assez quali en termes de nutrition. Dans tous les cas, prépa fighting, si tu veux nous donner des détails en commentaire, et on se fera un plaisir de te renseigner ou de faire nous-mêmes nos recherches. Ouais. Mais déjà, Nico, repos et nutrition, en fait, il n'y a que ça, quoi. voilà, repos, nutrition, ça c'est clair. Nico, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en ai pas de mon côté. Moi non plus. Non? Non. Est-ce qu'on clôture ce 15e Naturocast? Moi, ça me va, hein. Ouais. J'ai autre chose à dire. Moi, je remercie vraiment toutes celles et ceux qui nous soutiennent, qui sont avec nous, qui nous envoient les questions. C'est grâce à vous qu'on fait ce podcast et c'est aussi pour vous qu'on le fait. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est vraiment utile pour nous, pour notre avenir, pour votre avenir aussi. Et puis, on se dit à la prochaine, dans le prochain mois. À Yes. la prochaine, Nico. Yes, c'est bon. Allez, parlons!